voilà le premier péage en France. Nous sommes en train d'arriver en France et on va commencer notre voyage à la recherche du judaïsme français. On va vers Nice. À bientôt, cher ami. Quand j'ai choisi de préparer mon voyage, je me suis aperçu de la richesse du judaïsme français. Partout, il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, un patrimoine cultuel et culturel qu'il faut absolument découvrir et faire connaître. La France représente la troisième communauté juive la plus nombreuse au monde, après Israël et les États-Unis. Donc, je pense qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. Je commence mon voyage. Je suis italien. Italiano. Voilà, je pouvais commencer de quelle ville? Nice. Nice, c'est ça. C'était italien à l'époque. Bien sûr, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on commence et on fait la France, mais à partir de Nice. De Nice, magnifique. Ouais, ouais. Cette synagogue a été rénovée à plusieurs reprises dans les années 70, 80. Elle existe depuis Purim 1886. Wow. 140 ans, enfin un peu moins. Ouais. Bientôt, on va organiser une fête. C'est beau. Et donc, depuis Purim 1886, il y a une présence juive juste au niveau historique depuis probablement l'Antiquité. Bah, c'était italien, Nice était italien. Ouais. En 1860, ça devient français. Ouais. Et donc, ces Juifs-là, il y avait une communauté qui était là, qui était dans le ghetto de Les Nice. mêmes ghettos à Nice? Bien sûr, dans le vieux Nice. Là, vous allez aller au château, là où il y a le vieux cimetière, depuis 200 ans, 250 ans. Ouais. Vous avez un ghetto dans le vieux Nice, dans la rue Benoît Delicot. Ok. C'est là-bas où il y avait le ghetto, où les Juifs étaient enfermés. C'était terrible parce que, comme vous le savez, les ghettos, s'il y avait un incendie, ben, malheureusement, c'était fermé. Ouais. C'était fermé le soir. Donc, il y avait une vie juive qui était là-bas. Et donc, on peut encore s'y rendre. Bon, après, maintenant, actuellement, c'est un immeuble qui existe uniquement. Mais il ne reste plus rien de l'antiquité, du vieux ghetto? Non. Non, non. C'était trop ancien. Non, c'est mais donc les Juifs, par contre, habitaient là. Donc les quartiers juifs étaient à côté du cimetière. Exactement. C'était quoi le commerce le plus que les Juifs pratiquaient ici à Nice? C'était tout ce qui était commerçant, tout ce qui était industrie, tout ce qui était... Ça, c'était vraiment... Dans les tissus? Dans les tissus aussi, dans l'import-export. Voilà. Il y avait... parce que c'est bien le port. Ils ont développé beaucoup avec le commerce international, avec le port de Nice. Donc, à la frontière avec l'Italie, on se plonge dans la vie d'une communauté très ancienne. À travers les documents conservés, on peut entrer dans la vie juive dans les siècles. Et je pense qu'un élément très important pour la tradition juive, c'est aussi de connaître qui étaient les guides spirituels, les rabbins. Parmi les rabbins, il y avait le Rav Naouri dans les années 60, qui était un grand personnage. Il y avait le grand rabbin Morali dans les années 70, le grand rabbin Kling, qui a été vraiment une grande personnalité, qui a beaucoup marqué. Il était à Lyon à l'époque, après il était à Nice. Et après, il y a eu le grand rabbin Metsoussan, et voilà, après ça s'est enchaîné. Après, moi, je suis arrivé. Après, à la fin du XXe siècle, il a commencé à avoir apparaître, donc dans les années 70-80, avec le grand rabbin Kling à l'époque, où il a construit énormément de choses en termes de cacheroute, de mariage, d'installation d'un tribunal rabbinique. Après, il y a eu des écoles juives aussi qui se sont montées, des mikvaot, des mikvés, des restaurants cachers. Actuellement, on a à peu près 20 000 juifs. On a un registre, nous, au rabbinat, on a un registre des mariages qui ont été célébrés depuis le début du XXe siècle. Donc quand je sors le registre du mariage, donc je peux retrouver des mariages en 1914, en 1920, pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai des mariages enregistrés, pas à la grande synagogue parce que c'était dangereux. Mais dans la petite. Mais pas forcément dans la petite, chez des gens. À telle rue, il y avait monsieur un tel, fils de monsieur un tel, qui s'est marié avec telle personne. Incroyable. Donc on a un registre qui est très très riche. Et on écrit sur nos actes religieux Nizza. Nizza, l'italienne. Exactement, parce que c'était italien. Alors, ici, vous avez le Eichal, un très très beau Eichal, avec plusieurs secrets Torah. Donc là, vous avez, vous voyez, ça a été vraiment décoré de manière incroyable. Et après, vous avez toute une pièce
plusieurs sifrei Torah qui sont à l'intérieur. Au niveau de yeshiva ou des études ici. Vous avez un kollel tenu par le Rav Merli depuis une cinquantaine d'années. Depuis à peu près une cinquantaine d'années, vous avez une dizaine de avrechim, donc de gens qui étudient toute la journée. Et donc depuis Marseille, le seul endroit où on étudie la Torah toute la journée, c'est Nice. C'est ça que j'aime, les petites histoires, comme par exemple les actes de mariage, parce que c'est à travers la vie quotidienne qu'on peut connaître l'histoire d'une ville et sa communauté. Si on parle du présent, on ne peut pas quitter Nice sans aller chez le Fonds social juif unifié. Ils font des actions très importantes et nécessaires pour la vie quotidienne des familles juives. Au siège du Fonds social juif, je vais rencontrer Régine Bessis, photographe, historienne et directrice des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif des Alpes-Maritimes. C'est une très vieille communauté. Ce qu'on a appelé le ghetto, enfin qu'on appelle aujourd'hui le ghetto, qui fait partie donc de la vieille partie de la ville de Nice, le vieux Nice, donc a été créé de façon juridique en 1406. Et il y a la création d'une synagogue en 1428. Donc c'est vraiment très ancien. Avant encore l'Inquisition, donc. Alors avant l'Inquisition, bien sûr, et ensuite il y a eu des vagues d'immigration qui sont arrivées, effectivement, suite à l'Inquisition en Espagne, au Portugal. Il y a eu à un moment donné des Juifs de Rhodes qui sont venus, qui sont arrivés, qui ont été une très grande communauté. Et la création de la synagogue, qui est donc rue Benoît-Benico, a été faite en 1773. Il y a des boutiques, il y a des galeries dans les sous-sols on peut descendre, et il y a des Magen David qui sont gravés dans on les voit aujourd'hui. Dans cette rue Benoît-Benico, si vous voulez, le côté gauche, c'est la synagogue, le côté droit, c'est l'arrière du palais Lascaris. Le palais Lascaris est un magnifique palais auquel on accède par la rue qui est derrière, là, je crois que c'est la rue droite. Et ce bâtiment de 3 étages a une histoire très mouvementée, on va dire, mais pendant 150 ans, elle a appartenu à Monsieur Colombo, donc juif niçois. Oui, c'est un nom, même à Livourne, on trouve beaucoup de Colombo. Voilà, qui était banquier et qui l'a utilisé pendant toutes ces années. Le cimetière a été fait déjà en 1408 et il était au bord de l'eau, au port Olympia. C'était pas au château. Non, il a été au château beaucoup plus tard, dans les années 1700. Et alors, on y va tout de suite, dans la maison de la vie, Beth Chaim, comme on dit en hébreu. C'est là qu'on connaît la vie des gens. En plus, chaque tombe raconte une histoire, même à travers les pierres, les sculptures. Et ici à Nice, le cimetière se trouve en haut. Il domine la ville. Oui, salut Serge. Très heureux. Enchanté vraiment. Très heureux. C'est un plaisir d'être à Nice. Je suis italien et donc je commence mon voyage de cette ville. Oui. Et un lieu que j'adore, c'est toujours, je le dis, le cimetière, parce que c'est la mémoire. Absolument. Et donc, tu me guides là maintenant. Avec grand plaisir. Une tombe qui va vous intéresser, c'est la tombe de Sarah Goldschmidt. Sarah Goldschmidt c'était la sœur de Sir Mosè Montefiore. Ah. Elle est là. Elle est là, Montefiore, Sarah. c'est celui qui a créé le quartier Montefiore à Jérusalem. Absolument. Une chose importante, c'est que ce cimetière, d'abord, Nice était une ville de refuge pour les Juifs. Une ville de refuge. Il y a environ 28 nationalités différentes de Juifs exilés. Josué Margalite, c'est le rabbin du ghetto. Quand il est arrivé, pour la petite histoire, c'était un chassid. Ouais. Et ici, il fallait pas trop être rigoureux. Et il a dit, je veux comme ça, comme ça, comme ça. Et puis par la suite, il s'est fait beaucoup aimer, beaucoup apprécier. Alors ça, c'est la famille de Camando. C'était des Juifs qui ont fui l'Inquisition. Des grandes familles, comme par exemple Van Cleef, créateur de la maison de bijoux, des rabbins, des hommes et des femmes et même des artistes.
Il est enterré aussi le créateur d'Astérix et Obélix, René Goscinny. On termine avec quelque chose de très moderne mais très important pour la musique. Oui, exact. Tout à Raconte-moi. fait. Alors ici, vous avez la tombe de Elias Mosley. C'était des Juifs de Liverpool, c'était des banquiers également. C'est eux qui ont construit le cimetière de Dean Road à Liverpool. Il n'y avait pas de cimetière juif. C'est eux, avec leur argent, qui ont construit un cimetière juif en plein cœur de Liverpool. Mais pour la petite histoire, le petit cousin qui s'appelait Epstein, son prénom je ne me souviens plus, c'était un jeune qui aimait la vie et qui allait dans les caves écouter les musiques de groupes qui se montaient. Et il est tombé sur le groupe qui est devenu les Beatles. Donc lui, il a découvert les Beatles. Il a découvert les Beatles, c'est lui qui les a lancés dans le monde entier. C'était leur partenaire, c'était leur manager. Et McCartney a dit une chose vraie. Il a dit, nous sommes 4, mais le 5e, c'est Epstein, le 5e Beatles. En passant devant les tombes, j'imagine même les visages de chaque personne. Et selon leur métier, je les vois même au travail. J'écoute un cours de Torah, je vois composer une histoire d'Astérix, je regarde un bijou, j'écoute une musique des Beatles, un monde entier. Et pour rester parmi les grands personnages, à Nice, il y a un musée exceptionnel, d'un artiste parmi les plus connus au monde, un juif, Marc Chagall. Ciao Gaidig. Bonjour Itzhak. Enchanté vraiment d'être ici. Et merci de m'avoir accueilli dans ce musée. Marc Chagall. Donc, raconte-moi quelque chose de ce musée. Alors c'est un musée exceptionnel hein, parce que déjà on fête les 50 ans du musée. Regardez ici, on voit bien, voilà, les 50 ans du musée Marc Chagall. En fait, il a été inauguré le 7 juillet 1973. Et c'est le premier musée monographique qui a été inauguré du vivant de l'artiste. Donc Chagall était déjà très âgé, il avait 86 ans et il a été là pour accompagner le projet de création du musée. Et ça a été inauguré donc, le jour de son anniversaire. Et Chagall, il a vécu très longtemps. Quelle émotion! Je vais lire la Torah à travers ces tableaux. Alors là, on est devant une œuvre magnifique. C'est le vitrail de la création du monde. Donc effectivement, c'est une œuvre monumentale et qui est magique parce qu'en en fait, elle est orientée plein est. Donc chaque matin, il y a le soleil qui vient s'engouffrer en haut et qui vient illuminer cette verrière. Une lumière que j'ai retrouvée dans chaque œuvre. Des tableaux de taille énorme qui racontent la Torah. Je n'ai pas pu montrer ces tableaux pour une question des droits d'auteur, mais c'est l'occasion pour y aller. Quelle visite et quelle histoire! Pas mal comme première étape de mon voyage. En quittant Nice, je quitte une partie de l'Italie, mais mon cœur s'est enrichi et la Provence m'attend.